Elle pensait avoir sauvé son mariage avec un été secret. Mais c'est son propre mari qui lui révèle son double jeu 5 ans plus tard, par un simple texto accidentel. Et si votre pire cauchemar n'était pas la trahison de votre conjoint, mais de découvrir que vous avez tous les deux vos étés secrets? Une femme se reconstruit après son aventure, jusqu'à ce que la réalité la frappe au visage, prouvant que personne n'est jamais vraiment innocent dans le silence d'un couple. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je suis avec vous pour vous raconter cette histoire jusqu'au bout. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. Restez bien là, car la révélation finale va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la fidélité et le pardon. La vie de Sylvie, comme celle de son mari, semblait tourner sur des rails bien huilés, sans jamais dévier. Un soir, au dîner, elle lâcha, d'un ton qu'elle voulut léger. « Tu as remarqué que le fils des Delaunay a drôlement grandi ? Je ne l'avais pas vu depuis des années. » Fernand ne leva pas les yeux de sa tablette. « Tant qu'il ne passe pas son temps à casser les vitres avec son ballon, ça me va, marmonna-t-il. » Il ne la regarda pas, ne vit pas la rougeur qui montait à ses joues, n'entendit pas la petite note nerveuse dans sa voix. Le mécanisme de leur vie fonctionnait. Les engrenages tournaient, l'huile coulait, rien, en apparence, ne menaçait de gripper. Ce mois d'août-là était, contre toute attente, sec et chaud. Le soleil dorait les sommets des grands pins qui encerclaient le lotissement, et le soir venu, l'air se remplissait du parfum âpre des herbes sèches et du bois chauffé tout le jour. Pour Sylvie, cet août aurait dû être un mois de plus dans une file interminable d'années identiques, mais quelque chose, déjà, travaillait en dessous. Sylvie avait 42 ans, Fernand approchait de la cinquantaine, et ce chiffre semblait s'être déposé sur lui comme une couche de fatigue et d'indifférence. Leur maison de campagne, héritée de ses parents à lui, se trouvait au bout d'une rue tranquille où la fougère poussait en touffes épaisses. La maison était ancienne mais solide, avec des volets sculptés, un parquet qui craquait comme s'ils connaissaient par cœur chacun de leurs pas depuis plus de 15 ans. Leur mariage n'avait plus rien du feu vibrant de leur début. C'était devenu un mécanisme réglé, mu par la seule force de l'habitude. Le matin, Sylvie préparait le café pour deux, pendant que Fernand faisait défiler les actualités sur sa tablette, le cou penché, les lunettes glissant sur le nez. Le petit déjeuner se résumait à des phrases utilitaires. « Tu peux me passer le beurre ? Ils disent quoi aux infos ? On dirait qu'il va pleuvoir ce soir. » Le reste du temps, il parlait des choses à faire. Le robinet qui goûtait, le jardin, l'électricité à vérifier. « Le plombier, il vient quand déjà ? Demandait-il. « Mardi matin, répondait-elle. Et le silence retombait. Leur fille, désormais installée en ville avec son mari et leurs enfants, appelait le dimanche. Pendant ces conversations-là, Sylvie retrouvait une voix plus vive. Elle riait, se plaignait, racontait les petites catastrophes du potager. Fernand, souvent, en profitait pour sortir au jardin. « Je vais voir où en sont les pommes, » disait-il en attrapant ses clés. Un jour, alors qu'il revenait, elle l'interrogea. « Tu ne veux pas dire bonjour à ta petite fille ? » Elle voulait te raconter qu'elle a perdu une dent. « Je les laisse entre filles, » répondit-il, vaguement, en haussant les épaules. Il lui sourit, mais son regard était déjà ailleurs. Fernand avait été un ingénieur brillant. Elle avait été fière de son esprit, de sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Avec les années, ce même esprit se concentra presque exclusivement sur son travail et ses passions. Les jours de congé à la maison se partageaient entre l'ordinateur, plans, articles techniques, forums et la pêche. Il retrouvait alors une bande d'hommes au regard un peu éteint, qui s'asseyaient au bord d'un étang calme, versant dans leur tasse un thé brûlant discrètement renforcé, parlant de profondeur de l'eau, de météo et de l'heure miracle. Sylvie, elle, restait en coulisses. Elle entretenait la maison, avait fait naître un massif de fleurs éclatant devant l'entrée, préparait des tartes, partait marcher plusieurs kilomètres dans le bois pour ramasser des champignons qu'elle faisait ensuite sauter à la poêle pour lui faire plaisir. Elle colorait ses cheveux en châtain doux, choisissait des robes d'été légères qui soulignaient sa silhouette encore fine. Un soir, alors qu'elle tournait dans la cuisine, il s'arrêta sur le seuil. « Tu ne te reposes jamais ?» demanda-t-il. Elle se retourna, un torchon à la main. « Je me repose quand tu dors », répondit-elle avec un sourire un peu las.
Il eut un petit rire, déjà sur le point de repartir. « Tant que tu ne t'écroules pas, c'est que ça va, hein ?» Elle resta seule, le torchon entre les doigts, avec la désagréable sensation d'être un meuble utile. En silence, elle pensa. « Je suis devenu un élément du décor, une chose solide, polie, nécessaire, comme ce vieux buffet en chêne qu'elle frottait à la cire sans que personne ne le voie réellement. » Le mois de juillet s'écoula ainsi, dans cette atmosphère tiède et figée. Puis vint août. L'air devint plus doux, les soirées s'allongèrent. En face de leur terrain, de l'autre côté d'une petite palissade en bois, se dressait la maison des Delaunay, des amis de longue date de la famille. Ils s'étaient rapprochés de la ville pour vivre près de leurs petits-enfants. Mais la maison ne restait pas vide. Leur fils, Cyril, y passait tout l'été. Sylvie le connaissait depuis toujours. Dans ses souvenirs, c'était un adolescent gauche qui passait son temps à faire rebondir un ballon sur l'asphalte, écrasant la menthe et les fleurs de son parterre. Elle revoyait son éternel survêtement taché, ses cheveux en bataille, ses joues marquées de boutons. À l'époque, il n'était pour elle qu'un gamin de voisinage, un détail bruyant du paysage. Cet été-là, tout avait changé. La première fois qu'elle le revit, c'était au début du mois de juin. Elle arrosait ses fleurs lorsqu'elle entendit le moteur d'une voiture. Elle leva les yeux. De derrière le coffre ouvert de l'ancienne voiture de son père, se redressa un jeune homme. Épaules larges, démarche assurée, barbe légère très en vogue, et des yeux clairs, ouverts, dépourvus de la lassitude cynique qui avait creusé peu à peu le visage de Fernand. Cyril remarqua son regard. Il lui adressa un sourire, simple, franc, et leva la main. « Bonjour Sylvie, ça fait longtemps ?» Elle sentit son cœur faire un drôle de petit saut. « Bonjour Cyril, répondit-elle. Tu as changé ?» Il éclata de rire. « Espérons que c'est en bien. » Elle rit aussi, un peu trop vite. « En bien, oui. » Lorsqu'elle retourna à ses fleurs, elle avait l'impression que quelque chose en elle s'était déplacé d'un millimètre. À partir de ce jour, elle le remarqua partout. Le matin, debout sur le perron, avec une tasse de café à la main, pieds nus dans ses espadrilles, à regarder le ciel comme si chaque journée était une promesse. L'après-midi, une musique rythmée s'échappait de la maison d'en face. Des morceaux entraînants qui lui donnaient envie de bouger les hanches alors qu'elle épluchait des pommes de terre dans l'ombre fraîche de sa cuisine. Un soir, Fernand commenta depuis le salon. « Il pourrait baisser un peu le son chez les Delaunay, non ?» Sylvie répondit de la cuisine. « C'est pas si fort. Au moins, ça montre qu'il y a de la vie. » « De la vie, grommela-t-il. On en a déjà assez comme ça avec les infos. » Elle se mordit la lèvre pour ne pas répondre. Elle apprit par fragments que Cyril avait fini ses études, qu'il soufflait un peu avant de commencer un poste à l'automne. « C'est mon dernier vrai été, » lui dit-il un matin en passant près de la clôture. « Après, ça sera métro-boulot et tout le reste. » Elle lui tendait l'arrosoir, surprise de se retrouver à discuter. « Profites-en alors, » répondit-elle. « L'été passe vite. »« Vous aussi vous en profitez ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle baissa les yeux sur ses mains encore mouillées. « Disons que j'essaie. » Pour lui, cet été était un dernier bol d'air avant la vraie vie. Pour elle, sans qu'elle ose se l'avouer, c'était peut-être le dernier sursaut pour se souvenir qu'elle était encore une femme. Un soir, au dîner, elle tenta à nouveau de briser la surface lisse de leurs habitudes. « Tu as vu Cyril aujourd'hui ? Il a aidé la vieille dame du coin à porter ses sacs. Il est devenu très prévenant. » Fernand haussa les épaules, les yeux toujours rivés à sa tablette. « Tant mieux pour la vieille dame. Tant qu'il ne fait pas de bruit la nuit, ça me va. » Elle posa sa fourchette. « Tu ne remarques jamais rien, toi, hein ?» Il leva enfin les yeux. « Qu'est-ce que tu veux que je remarque ?» Elle hésita, puis renonça. « Rien, laisse tomber. » Il haussa les sourcils, comme si elle venait de dire quelque chose d'étrange, puis replongea dans l'écran. Le mécanisme tournait toujours, les rouages s'emboîtaient, la machine fonctionnait. Mais Sylvie, elle, sentait monter l'électricité dans l'air. La maison lui semblait soudain trop petite, trop basse. Le soir, le silence qui autrefois lui paraissait reposant devenait oppressant, comme si chaque seconde pesait un peu plus sur sa poitrine. Elle se surprit un jour, tard, devant le miroir de la salle de bain,
à lisser ses cheveux, à se regarder de profil, de face, à se demander « Et toi, qu'est-ce que tu es devenu exactement ?» Le miroir, impitoyable, lui renvoyait l'image d'une femme encore belle, mais qui ne se souvenait plus depuis quand personne ne l'avait vraiment regardée. Elle se mit à sortir plus souvent dans le jardin, sous n'importe quel prétexte. Il fallait désherber un parterre, tailler les branches sèches du lilas, ou simplement s'asseoir sur le banc avec un livre. Le livre restait ouvert sur ses genoux, mais son regard glissait au-dessus des pages vers la maison d'en face. Elle attendait, sans savoir quoi exactement. Et elle finit par ne plus attendre en vain. Ce samedi-là était lourd, presque orageux. Le matin, le ciel était d'un bleu impeccable, mais vers midi, l'air s'était chargé d'humidité, sans que la pluie ne vienne. Fernand préparait son départ pour la pêche comme une expédition sérieuse. Tente, provisions, cannes, tout y passait. Le lac où il allait avec ses copains était réputé pour ses belles perches, mais il se trouvait à plus de 2 heures de route. La nuit sur place était une évidence. Sylvie préparait son sac en silence. Elle glissa des sandwichs, un thermos, un imperméable, des chaussettes sèches, une boîte de conserve. Elle faisait cela machinalement, comme un automate, et soudain, au milieu de ses gestes routiniers, elle se rendit compte qu'elle était soulagée, presque heureuse. Heureuse à l'idée de rester seule. 24 heures, peut-être davantage, sans ce regard absent, sans le souffle lourd devant l'ordinateur, sans devoir écouter le récit détaillé de la pêche. Fernand lui donna un baiser rapide sur la joue. Ses lèvres sèches sentaient l'essence et le tabac froid. « Ne t'ennuie pas, lança-t-il en refermant le portillon. Le moteur de la voiture gronda, puis le bruit s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de poussière et un silence qui teintait. Sylvie retourna lentement à la maison, prit un verre, se servit du vin blanc bien frais dans une bouteille que Fernand n'aimait pas. Lui préférait les alcools forts. Elle sortit sur la véranda. Le soleil descendait, peignant le ciel de couleurs aquarelles, rose, pêche, violet pâle. Elle but son verre jusqu'au bout, mais la paix ne vint pas. Une sorte de vibration intérieure persistait, une corde tendue qui refusait de se taire. Pour occuper ses mains, elle descendit au jardin. Il fallait rentrer les gros pots de fleurs sous l'auvent pour la nuit. Elle craignait toujours les brusques chutes de température. Les pots étaient lourds, en céramique, plantés de ficus et d'hortensias. Elle prit appui sur l'un d'eux, essaya de le pousser. Il ne bougea pas d'1 centimètre. « Je peux vous aider ?» La voix surgit si soudainement que Sylvie sursauta et se redressa en remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. Cyril se tenait près du portillon. Il portait un vieux jean et un t-shirt blanc simple, tendu sur sa poitrine hâlée. Dans la lumière qui tombait, il semblait sortir tout droit d'une photo de magazine. « Oh, Cyril !» souffla-t-elle, consciente à quel point elle devait paraître ridicule, plantée là devant son pot récalcitrant. « Bonjour !» Elle désigna le pot d'un geste un peu maladroit. « Je bataille avec ces fleurs. Elles sont plus fortes que moi. »« De telle beauté, ça ne se déplace pas tout seul, » répondit-il en souriant. « Laissez-moi faire. » Il poussa le portillon sans attendre de réponse et entra sur le terrain. À mesure qu'il approchait, Sylvie perçut son odeur, un mélange d'air frais, de menthe, et de cette note indéfinissable qu'elle associa soudain à la jeunesse. Il souleva les pots comme s'il ne pesait rien, les déplaçant un à un sous l'abri. Sylvie restait là, les mains serrées contre sa poitrine. Elle se sentait tout à coup petite, vulnérable. À côté de lui, elle redevenait une femme fragile, et non plus seulement la maîtresse de maison efficace. « Merci, » dit-elle lorsqu'il eut fini. « Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. Tu es drôlement fort. » Cyril eut un sourire lumineux, découvrant ses dents blanches. « Ce n'est rien. Je vous vois vous occuper de ces plantes depuis que je suis gosse. On n'a jamais eu un jardin aussi beau que le vôtre chez nous. » Les mots lui échappèrent, plus rapides que sa pensée. « Tu veux entrer ? Un thé, un café ou quelque chose de plus festif ? Mon mari est à la pêche, je suis toute seule ce soir. » Aussitôt dit, elle regretta. Trop direct, trop invitant. Mais Cyril ne sembla ni surpris ni gêné. Il hocha la tête. « Avec plaisir. » Il la suivit sur la véranda. Sylvie s'activa dans la cuisine, sortit du fromage, des olives,
ouvrit la même bouteille de vin que tout à l'heure. Pendant ce temps, Cyril, assis à la table de la véranda, observait les vieilles photos dans leur cadre accrochées au mur. Lorsqu'elle revint avec les assiettes et les verres, il s'attarda sur un cliché où elle posait avec Fernand au bord de la mer, une dizaine d'années plus tôt. Il montra le cadre du menton. « C'est vous, là ?»« Oui, dit-elle en posant les plats. Ça fait un peu longtemps. » Elle servit le vin. Cyril leva son verre. « Ah, notre voisinage, proposa-t-il, un peu amusé. »« À l'été, ajouta-t-elle. » Le tintement des verres résonna étrangement doux. Le vin était frais, parfumé. Sylvie le buvait à petites gorgées et sentait la chaleur couler dans ses veines. Le silence qui s'installa n'avait rien de gênant. Il était dense, comme si les mots n'avaient plus besoin de se presser pour occuper la place. Cyril rompit le calme le premier. « Vous êtes ensemble depuis longtemps avec Fernand ?» demanda-t-il, en désignant la photo du menton. Sylvie soupira. « Une éternité. Notre fille est déjà mariée, tu sais. »« C'est beau, répondit-il. Une famille solide. » Elle eut un petit rire sans joie. Solide, c'est un mot. Elle tourna son verre entre ses doigts. Le vin avait délié sa langue, cette langue qui s'était tue pendant des années. « Et pour vous, ça veut dire quoi, solide ?» demanda Cyril en se penchant légèrement vers elle. « Parce que de mon côté, j'ai surtout vu des couples habitués. » Elle le regarda, surprise par la justesse de la remarque. « Tu es jeune, dit-elle, tu ne peux pas comprendre. »« Essayez, répondit-il doucement. Expliquez-moi. » Alors elle parla. D'abord avec précaution, cherchant ses mots. Puis plus vite, plus fort, comme si la digue cédait. Elle parla de la sensation de ne plus être nécessaire, de ce mari qui passait à côté d'elle sans s'arrêter, sans remarquer la nouvelle coupe de cheveux ou la robe différente. De ces fleurs qu'il n'offrait plus depuis longtemps. « Les fleurs, dit-elle en souriant amèrement, c'est moi qui me les achète au marché, chez les grands-mères. Comme ça, au moins, quelqu'un me fait plaisir dans cette maison. » Cyril la regardait sans la couper, les coudes posés sur la table, le verre oublié devant lui. « Et lui, il ne sait rien de tout ça ?» demanda-t-il à voix basse. « Il n'écoute plus, répondit-elle. Ou peut-être que je ne parle plus. Je ne sais même pas quand ça a commencé. » Elle sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu s'arrêter, mais les mots continuaient de sortir, entraînés par une force qui la dépassait. Sa solitude, son corps qu'elle sentait encore vivant mais que personne ne touchait, l'impression de n'être plus qu'un meuble bien entretenu. Tout, elle dit tout, ou presque. Quand elle se tut enfin, la nuit était tombée. Les lampes de la véranda dessinaient un cercle de lumière autour d'eux. Dehors, les pins bruissaient doucement. Cyril rompit le silence. « Vous savez, ce n'est pas normal qu'une femme comme vous se sente juste un meuble, dit-il. Ce n'est pas juste. » Elle eut un petit rire étranglé. « La vie ne promet rien de juste, Cyril. » Il la fixa avec une intensité nouvelle. « Peut-être, mais ça n'empêche pas d'avoir envie que ce soit différent. » Et pour la première fois depuis longtemps, Sylvie sentit ce mot revenir en elle, comme un souffle ancien qu'elle avait presque oublié. Envie. Elle parlait de cette routine qui avait englouti leur mariage comme un marécage, un cercle sans fin. La maison, le travail, le jardin, le supermarché, le dîner. Aucun imprévu, aucun voyage sur un coup de tête, aucun éclat. Seulement la lueur grise et constante de l'écran de la tablette dans lequel son mari se noyait soir après soir. Puis elle aborda ce qui la terrifiait le plus, le temps. Elle disait ce miroir dans lequel elle voyait, jour après jour, le temps inscrire ses traces, ses rides fines au coin des yeux, la peau des mains un peu plus sèche, les mèches blanches qu'il fallait recouvrir chaque mois. Elle avoua sa peur de voir sa féminité s'éteindre pour de bon, sans avoir rencontré sur la fin du chemin un regard vraiment émerveillé. La peur que tous les compliments, tous les baisers, tous les regards brûlants soient désormais rangés dans un passé définitivement clos, dans une jeunesse qui ne reviendrait plus. Sa voix se brisa. Des larmes montèrent et elle tenta de les chasser, en prétextant « Pff, un truc est entré dans mon œil, c'est rien. » Pendant tout ce temps, Cyril ne l'interrompit pas. Il écoutait, vraiment. Comme personne ne l'avait jamais écouté. Il ne regardait ni son téléphone ni sa montre, il ne cherchait pas ses mots à lui pendant qu'elle parlait.
Son attention entière lui appartenait. Ses yeux restaient fixés sur elle, chauds, attentifs, presque scrutateurs. Il la regardait droit dans les yeux, et dans ce regard, il n'y avait ni pitié, ni condescendance. Il y avait autre chose. Quelque chose qui faisait battre le cœur de Sylvie un peu plus vite. Lorsqu'elle se tut enfin, vidée, lasse, il fit un geste qu'elle n'attendait pas. Il posa sa main sur la sienne, restée posée sur la table. « Sylvie ». Pour la première fois, il prononçait son prénom ainsi, sans « madame », sans distance. « Vous êtes la plus belle femme de ce lotissement. Je l'ai toujours pensé. Déjà gamin quand je passais devant votre portail. Et je le pense encore. Je ne comprends pas comment Fernand peut ne pas le voir. Comment on peut vivre avec une femme comme vous et ne pas la regarder ?» Les mots tombèrent dans le silence de la véranda comme des pierres dans un puits profond. Sylvie resta immobile, incapable de bouger. Une vague la submergea, un mélange de gratitude, d'incrédulité et de ce sentiment oublié depuis longtemps, celui d'exister aux yeux de quelqu'un. Il y avait chez lui ce mélange de fougue juvénile, d'honnêteté brute frôlant l'insolence, qui la touchait plus sûrement que n'importe quel parfum ou bijou. Elle leva les yeux vers lui, les cils encore humides, et rencontra son regard. Cyril se leva lentement de sa chaise sans lâcher sa main. Il l'attira vers lui, l'invitant à se mettre debout. Elle obéit, les genoux soudain incertains. « Cyril, non », murmura-t-elle. Sa voix, plus qu'une interdiction, ressemblait à un appel tremblant. « Ce n'est pas bien, nous sommes… » Il ne la laissa pas finir. Il fit un pas, réduisant la distance à néant, et l'embrassa. Avec audace, avec assurance, comme un homme et non comme un adolescent, sans demander la permission, sans tâtonner. Il prit ce qu'elle lui offrait déjà, sans le savoir. Pendant une seconde, Sylvie se figea. Dans sa tête tourbillonnaient les pensées. C'est une trahison, c'est le fils des voisins, c'est un désastre, c'est la fin de tout. Mais ses lèvres à lui étaient si jeunes, si brûlantes, ses mains si fermes et pourtant délicates sur sa taille. Et en elle, quelque chose explosa. Une soif longtemps enfouie, une faim presque animale. La soif d'être désirée. La faim de se sentir vivante. Elle répondit à son baiser. D'un coup, la fidélité, l'âge, le mari en vadrouille au bord d'un lac, les convenances, tout disparut. Elle s'abandonna à cet instant comme on se laisse tomber dans un gouffre et se laissa porter par le courant. Cette nuit ne fut pas seulement une étreinte. Ce fut comme un éclair traversant un paysage aride, une gorgée d'eau après une soif sans fin, le cri qu'elle retenait depuis des années. Cyril la ramena à une vie où une femme se sait femme, où le corps frémit sous les mains de l'autre et où le cœur bat si haut qu'il semble cogner dans la gorge. Plus tard, ils restèrent allongés dans l'obscurité de la chambre, à écouter le vent qui passait dans les feuilles dehors. Sylvie se taisait, comme si la moindre parole pouvait rompre le charme. Cyril caressait doucement son épaule. Ce geste-là était si tendre qu'elle en eut presque envie de pleurer. « Je ne regrette rien », murmura-t-il, comme s'il avait deviné ce qui la traversait. « Et toi ?» Sylvie ne répondit pas. Elle se blottit davantage contre lui, respirant l'odeur de sa peau. Elle ne savait pas ce que serait le matin, mais là, dans cette seconde suspendue, elle était heureuse. Pour la première fois depuis 10 ans, le matin la réveilla avec un soleil qui lui tapait directement dans les yeux, et le vide à côté d'elle. Cyril était parti aux premières lueurs. Il l'avait embrassée légèrement sur la tempe en murmurant « Je t'appelle ». Elle était restée allongée, les yeux fixés au plafond, le cœur en lambeaux. Les émotions se succédaient, se chevauchaient, l'arrachant de l'intérieur. La première fut la culpabilité, tranchante, presque nauséeuse, l'envie de se glisser sous la couette et de ne plus jamais en sortir. Elle avait trompé son mari. Elle, Sylvie, épouse exemplaire, mère dévouée, venait de passer la nuit avec un garçon de 22 ans. Que diraient les gens ? Que diraient les amis ? Que dirait ma fille ? L'idée du scandale, vue de l'extérieur, la brûlait de honte. Mais aussitôt après, un autre sentiment se leva. Étrange, dangereux, presque triomphant. Elle se leva du lit et s'approcha du miroir.
Dans la glace, ce n'était pas une maîtresse de maison usée qui lui faisait face, mais une femme aux yeux brillants, aux lèvres encore légèrement gonflées par les baisers, aux joues rosies. Sylvie sourit à son propre reflet, un sourire timide, puis plus franc. Au-dedans, tout chantait. Elle avait l'impression de se retrouver enfin elle-même. Elle se remit vite en ordre, changea de lingerie et partit à la cuisine préparer le café. Il fallait aérer, effacer les traces du dîner de la veille. Elle ouvrit toutes les fenêtres, laissant entrer l'air tiède d'août qui chassa peu à peu l'odeur du vin et du parfum. Fernand rentra vers midi. Il était de bonne humeur, le visage rougi par la fraîcheur de la nuit au bord du lac, imprégné d'odeurs de feu de bois et de poissons. Il déboula dans la maison en faisant cliqueter son matériel et lança depuis l'entrée. « Tu ne vas pas y croire, on a sorti une perche énorme, au moins 1,5 kg. Ça mordait à merveille. Et Marc a failli ramener un truc monstrueux. Son fil a lâché, dommage. » Il parlait encore, tout en vidant son sac, étalant sur la table les poissons emballés, sans jeter un seul vrai regard à sa femme. Sylvie l'écoutait, la joue appuyée contre sa main, et ressentait une étrange distance. Comme si elle assistait à une pièce de théâtre sur une famille qui n'était plus la sienne. Fernand ne remarqua ni l'éclat nouveau dans ses yeux, ni la robe légère qu'elle avait choisie, celle qu'il avait autrefois complimentée. Rien. « Tu veux de la soupe de poisson ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut terminé son récit. « Bien sûr, » répondit-il, tout de suite intéressé. Avec cette perche-là, ce serait presque un sacrilège de ne pas en faire. Elle écailla, vida, coupa, mit la marmite sur le feu. Ils déjeunèrent ensemble. Fernand poursuivait son compte-rendu de la pêche, des blagues des copains, de la tente qui s'était effondrée sur l'un d'eux en pleine nuit. Sylvie hochait la tête, ajoutait quelques « au bon moment », remplissait son assiette. En apparence, tout était comme d'habitude. Le mécanisme tournait. Mais en elle, quelque chose venait de se briser pour de bon. Elle en prit conscience lorsqu'en débarrassant la table, elle se surprit à penser non pas à ce qu'elle pourrait dire à son mari, mais à une casquette. La casquette de Cyril. Avait-il oublié sa casquette sur la véranda? Et que ressentirait-elle s'il venait la chercher? Fernand, repu et satisfait d'avoir tout raconté, repartit à son ordinateur. Toute l'après-midi, on entendit le cliquetis régulier du clavier derrière la porte entrebâillée de son bureau. Sylvie, elle, s'assit dans le jardin avec un livre ouvert. Elle faisait semblant de lire, mais ses yeux revenaient sans cesse vers la maison d'en face. La lumière s'allumait par moments derrière les rideaux, une silhouette passait. Son cœur battait vite, régulier, comme celui d'une adolescente avant un rendez-vous. Une semaine passa, une semaine de double vie. Le jour, elle était l'épouse irréprochable. Elle cuisinait, rangeait, arrosait le potager, souriait à son mari. Le soir, allongée dans le lit à côté de Fernand qui ronflait doucement, elle repassait la nuit avec Cyril, détail par détail, chaque geste, chaque mot. Elle attendait un appel, un signe. Cyril apparaissait parfois dans son jardin, saluait de loin par-dessus la clôture, mais ne franchissait pas la distance. Une fois, leurs regards se croisèrent. Il lui adressa ce sourire particulier, celui qui faisait trembler ses jambes. Puis il reprit son chemin. Sylvie sentait qu'elle perdait pied. Il lui fallait une confirmation. Savoir que cette nuit n'était pas un accident, ni une erreur brouillée par le vin, ni un fantasme. Elle avait besoin de se sentir à nouveau vivante, pour de bon. Lorsque Fernand annonça, un jeudi, qu'il devait monter en ville pour le week-end, voir des collègues et régler 2-3 trucs, elle y vit un signe. Il partit tôt le samedi matin. Sylvie resta à la fenêtre, suivant des yeux la voiture qui disparaissait au tournant. Quand le silence eut entièrement absorbé le bruit du moteur, elle se mit en mouvement. Elle passa longtemps sous la douche, lavant soigneusement ses cheveux avec son shampoing le plus cher, enduisant son corps de sa crème préférée. Elle enfila la lingerie achetée en ville un mois plus tôt, qu'elle n'avait jamais osé mettre devant son mari, de la dentelle, légère, presque impalpable. Par-dessus, elle noua un peignoir de maison fluide, laissa ses jambes nues, souligna ses cils, posa un peu de brillant sur ses lèvres. Puis elle sortit au jardin. Son cœur cognait si fort qu'elle était persuadée qu'on pouvait l'entendre de la rue. Il lui fallait un prétexte, un vrai, quelque chose de banal. Son regard se posa sur la vieille porte qui menait du jardin à la véranda.
Une porte en bois qui grinçait, qui fermait mal depuis des mois. Fernand promettait toujours de s'en occuper. Il ne l'avait jamais fait. Sylvie s'approcha de la petite clôture qui séparait son terrain de celui des Delaunay et appela. « Cyril ?» Il apparut presque aussitôt, comme s'il n'attendait que ça, comme s'il surveillait lui aussi la maison. « Bonjour » dit-il en s'approchant du grillage. Son regard glissa sur elle, sur le peignoir léger, sur ses cheveux encore humides, et une lueur chaude s'alluma dans ses yeux. Elle se força à garder une voix calme. « Bonjour, j'ai un souci. La porte du jardin est complètement coincée, elle ne ferme plus. Fernand promet de la réparer depuis des mois. Tu pourrais regarder ? On dit que tu as des mains en or. » « Bien sûr, répondit-il. Au lieu de contourner par le portillon, il enjamba d'un mouvement souple la petite clôture et se retrouva à côté d'elle. Ils montèrent ensemble sur la véranda. Sylvie lui montra la porte. Cyril l'ouvrit, la referma, écouta le grincement des gonds, examina la serrure. « Il faut juste graisser les charnières et redresser un peu le pêne, dit-il d'un ton pratique. Tu as des outils ? » « Il doit y avoir une caisse dans l'abri, là-bas, » répondit-elle en indiquant le cabanon du jardin. Pendant qu'il s'affairait, Sylvie restait près de lui tendant tantôt un tournevis, tantôt la burette d'huile. Il travaillait vite et bien. Voir ses mains solides manipuler les outils lui serra à nouveau la poitrine d'un plaisir douloureux. Au bout d'un quart d'heure, il fit claquer la porte, la ferma, la rouvrit. « Voilà, elle tiendra un moment, je pense. » « Merci, » souffla-t-elle. « Comment je peux te remercier ?» Elle hésita une fraction de seconde, puis ajouta. « Tu déjeunes avec moi ?» Il la regarda. Son regard se fit plus sombre, plus profond. « Sylvie, » dit-il doucement, « ne parlons pas de déjeuner. Tu sais très bien pourquoi je suis venu. Et tu sais très bien pourquoi tu m'as appelé. » Elle se figea, sentant le sang lui monter au visage. La vérité était trop évidente pour être niée. « Je sais, » murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Ce fut leur second rendez-vous, et ils n'avaient rien de commun avec le premier. Ce n'était plus la découverte hésitante, surprise, presque timide. C'était une fièvre, nourrie par le vertige du risque. À tout instant, Fernand pouvait revenir. À tout instant, un voisin aurait pu passer, jeter un coup d'œil par-dessus la clôture. La conscience qu'il piétinait toutes les règles, toutes les loyautés, ne les arrêtait pas, au contraire, elle les poussait l'un vers l'autre. Ils s'embrassèrent sur la véranda, incapables de se détacher, tout près de cette porte qu'ils venaient de réparer. Puis Cyril la souleva dans ses bras et l'emporta vers la chambre. Sylvie passa les bras autour de son cou, la joue contre sa poitrine, et se sentit soudain légère comme une plume. Dans la chambre, il n'y eut ni préambule ni long discours. Juste la faim, la soif de l'autre, le désir de se gorger jusqu'à la dernière goutte de ces sensations qu'on croyait perdues à jamais. Sylvie s'abandonna pleinement, sans se retenir, sans penser à l'après. Elle se sentait de nouveau désirée, nécessaire, belle. Chaque geste de Cyril, chaque caresse, le lui disait plus fort que n'importe quelle phrase. Après, ils restèrent allongés dans le silence. Un silence peuplé de leur respiration et du chant lointain des grillons. « C'est de la folie », murmura Sylvie en fixant le plafond. « Si quelqu'un l'apprend ?» ?»« Personne ne le saura, » répondit Cyril en se tournant vers elle. « Et même si quelqu'un le découvre, alors quoi ? Tu es heureuse avec lui, toi ? Parce que moi, ce que je vois, c'est que tu mérites d'être heureuse. » « Moi, je mérite surtout d'être raisonnable, » sourit-elle tristement. « Pas de me cacher dans une chambre avec un garçon. »« Je ne suis pas un garçon, » la coupa-t-il vexé. « Je suis un homme qui voit en toi une femme. » Ces mots furent la meilleure conclusion qu'elle puisse imaginer à leur rencontre. Sylvie y crut, tout en sentant au fond d'elle qu'il ne s'agissait que d'une histoire d'été. Un remède qu'elle s'était prescrit elle-même contre une maladie longue et silencieuse. La solitude dans le mariage. L'automne arriva brutalement, comme souvent. La veille encore, le soleil chauffait les murs, l'air restait doux. Le lendemain, le ciel se couvrit de nuages lourds, et une pluie fine, froide, commença à tomber. Août s'était achevé, l'été aussi, et avec lui le conte.
Cyril repartit en ville au début du mois de septembre. Sylvie ne l'accompagna pas, ce serait aller trop loin. Elle resta derrière la vitre à regarder sa voiture chargée de sacs s'éloigner du portail des Delaunay. Il ne se retourna pas, ou bien il ne la vit pas, dissimulée derrière la fenêtre mouillée. Une nouvelle vie l'attendait là-bas. Un poste dans une grande entreprise, de nouvelles rencontres, d'autres soucis. Un mois plus tard, Sylvie tomba au hasard d'un fil d'actualité sur une photo de lui. Il posait, un bras autour des épaules d'une jeune femme au visage rieur, des fossettes aux joues. Ils avaient l'air heureux. Une pointe lui piqua le cœur, mais ne s'y planta pas. Elle ne ressentit ni jalousie, ni colère, seulement une douce tristesse. Elle avait toujours su qu'elle n'était pour lui qu'un épisode. Peut-être la première femme vraiment adulte de sa vie, son premier grand roman après les études. Pour elle, c'était autre chose, un retour à la vie. Le bilan de cette histoire ne fut pas celui qu'on aurait imaginé. Sylvie ne se confessa pas à Fernand. Et ce n'était pas par lâcheté. Elle avait compris autre chose. Cette vérité-là n'était utile à personne. Elle détruisait Fernand, leur famille, abîmerait la relation avec leurs filles et leurs petits-enfants. Pourquoi ? Pour laver sa conscience à elle seule ? Sa conscience, justement, ne lui semblait plus sale. Elle ne se sentait pas coupable, elle se sentait reconnaissante envers la vie pour ce cadeau tardif. Curieusement, ses rapports avec Fernand devinrent plus calmes, plus égaux. Sylvie cessa d'attendre de lui ce qu'il ne pouvait pas offrir. Elle le prit tel qu'il était, solide, constant, prévisible. Elle ne lui en voulut plus de son absence de compliments, de son regard qui glissait sur elle. Elle cessa simplement de dépendre de lui pour exister. Leur mariage resta ce mécanisme bien huilé, mais à présent, elle savait qu'elle disposait d'une porte de secours intérieure. Elle ne se percevait plus comme une pièce de la machine. Elle en était l'opératrice. Le plus grand changement eut lieu en elle. Sylvie arrêta de chercher la validation dans les yeux des autres. Elle s'inscrivit à des cours de danse, des danses latino-modernes, dont elle avait toujours rêvé en secret. Fernand s'en étonna d'abord, puis s'y habitua, et finit même par en tirer un certain orgueil, en confiant à ses connaissances. La mienne, elle va aux cours de danse. Elle garde la forme. Sylvie, en l'entendant dire cela, souriait. Pas pour lui, pour elle. Elle se mit à s'occuper d'elle autrement, avec une détermination nouvelle, presque sauvage. Ce n'était plus pour être désirable, ni pour attirer un regard, mais pour se regarder elle-même sans baisser les yeux. Elle prit un abonnement à la piscine, sentit ses muscles se réveiller, son corps redevenir un allié et non un fardeau. Elle changea de garde-robe, osa des robes plus cintrées, des couleurs vives, un rouge à lèvres qui ne demandait plus la permission. Dans le miroir, ce n'était plus la femme qui pleurait de solitude sur une véranda, mais une femme qui savait exactement ce qu'elle valait. Cette femme-là, c'était l'hôte maudit et béni qui l'avait tirée par les épaules et remise debout. L'hiver, quand la neige recouvrait les toits et que la maison des Delaunay n'était plus qu'un bloc silencieux derrière ses volets clos, Sylvie souriait en la regardant. Là, derrière ce bois gris, dormait son été interdit. Parfois, lorsque Fernand partait en déplacement, elle ouvrait le placard, sortait du fond le fameux ensemble de dentelles, l'enfilait sans se presser, se servait un verre de vin et s'asseyait près de la fenêtre. Elle se souvenait, non pas en se déchirant, mais en remerciant intérieurement. Les images revenaient tièdes, enveloppantes, comme ces soirs d'août où le jour s'attarde, où l'on n'a pas encore compris que tout va bientôt s'achever. Un jour de printemps, en fouillant dans les cartons poussiéreux du grenier, elle tomba sur une casquette, grise, marquée du logo d'une université, celle de Cyril. Elle la prit, la tourna entre ses doigts, approcha le tissu de son visage. Il ne restait presque rien de son odeur, juste ce mélange de poussière et de vieux coton. Elle eut un geste de recul, prête à la jeter dans le sac des choses à donner. Puis quelque chose la retint. Elle la glissa au fond d'une petite boîte où elle conservait des souvenirs que personne ne connaissait. Cette casquette, c'était la seule preuve matérielle que cet été avait vraiment existé. Qu'il y avait eu le vent, les couchers de soleil, les baisers, et ce cœur qui battait si fort qu'il couvrait le silence de la vieille maison. Les années passèrent.
Leur fille donna naissance à un petit garçon, puis à une petite fille. Et Sylvie se plongea avec une joie sincère dans son rôle de grand-mère. Goûter, dessin, rire qui éclaboussait la maison. Fernand, lui, prit sa retraite pour de bon. Il passait ses journées à bêcher la terre, à aligner les rangs de tomates, à peser les courgettes qu'il exhibait fièrement. « Regarde-moi ça », disait-il, les yeux brillants. On pourrait presque ouvrir un stand au marché. Il vieillissait côte à côte, et à bien des égards, c'était doux. C'était acceptable. Mais certains matins de pluie, surtout ceux qui ressemblaient trop à ce samedi, Sylvie se réveillait avec ce même goût de ciel bas dans la bouche. Elle ouvrait les rideaux et regardait vers la maison d'en face. D'autres gens y vivaient désormais. Une famille bruyante, 3 enfants qui couraient partout, des cris, des vélos jetés dans l'allée. Ils avaient tout repeint en jaune vif, accroché une balançoire à la véranda. La vieille maison ne lui appartenait plus, ni dans la réalité, ni dans ses rituels silencieux. Elle se disait alors que la vie était une énigme cruelle et magnifique, qu'elle donnait à chacun un mélange précis de douleur et de joie, comme une dose calculée, et que parfois, pour continuer à respirer dans une existence trop calme, il fallait s'autoriser un été de tempête. Un seul, au risque de tout brûler. Elle ne regrettait rien, ni la première nuit, ni la seconde, ni le départ de Cyril. Ce mois d'août n'avait pas été une simple infidélité, il avait été une transfusion. Il n'avait pas brisé sa famille, il l'avait empêchée, elle, de se dissoudre. Un soir pourtant, tout bascula de nouveau. Cela faisait déjà plusieurs années. Sylvie revenait d'un cours de danse, le sac sur l'épaule, les joues rosies par l'effort. Fernand, installé dans le salon, regardait un documentaire, le volume un peu trop fort. Sur la table basse, son téléphone vibra. 2 fois, 3 fois. Il ne réagit pas. « Tu as un message ?» lança-t-elle en passant. « Laisse, c'est rien », répondit-il sans détourner les yeux de l'écran. Le téléphone vibra encore. Un instinct qu'elle ne se connaissait pas la poussa à saisir l'appareil. « Je regarde juste si ce n'est pas ta sœur, dit-elle. Fais comme tu veux, marmonna-t-il. L'écran s'alluma. En haut, une notification d'un nom qu'elle ne connaissait pas. Et juste au-dessous, en aperçu, une phrase qui la fit vaciller. « Je pense encore à cette nuit au bord du lac. Tu me manques. » En dessous, une photo. Un morceau de corps féminin, découpé de près, un drap froissé, une main masculine qu'elle reconnut immédiatement. La main de Fernand. Sa main. Sylvie resta pétrifiée, le téléphone dans la main. Le monde autour d'elle se mit à bourdonner. Fernand, sentant le silence peser, se tourna enfin vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Elle leva lentement les yeux. Dans ce face-à-face, il comprit. La couleur quitta son visage. Le documentaire continuait de défiler derrière lui, mais le son n'était plus qu'un bruit blanc. « Sylvie » commença-t-il. Elle éclata d'un rire sec, étranglé, qui la surprit elle-même. « Alors, toi aussi ?» dit-elle. Sa voix tremblait, mais ce n'était pas des larmes qui la menaçaient, c'était autre chose, une clarté glaciale. « Toi aussi, tu as eu ton été. » Il voulut parler, se défendre, expliquer. Les mots se bousculaient déjà sur ses lèvres. « Ça n'a rien à voir, ce n'est pas pareil ?» coupa-t-elle doucement. « Pas aussi grave. Tu te dis ça, toi aussi, pour dormir. » Ils restèrent là, l'un en face de l'autre, avec entre eux le téléphone allumé comme une lampe crue sur leurs 2 destins parallèles. Pendant une seconde, Sylvie eut l'impression de se voir de l'extérieur. Elle, la femme qui avait cru garder son secret bien au chaud. Lui, l'homme qu'elle avait enfermé dans le rôle du mari endormi, incapable de voir. Et ils se regardaient maintenant comme 2 étrangers pris en flagrant délit de vivre. Elle ne cria pas, ne lança pas le téléphone contre le mur, ne lui demanda pas de compte. Elle posa simplement l'appareil sur la table, soigneusement, l'écran tourné vers lui. « Tu vois, Fernand ?» murmura-t-elle, la voix presque tendre. « La vie ne nous a pas donné un été de tempête. Elle nous en a donné 2, chacun le nôtre. Et on a fait semblant de ne rien voir, tous les 2. » Il ouvrit la bouche, mais elle leva la main. « Ne t'explique pas. Je ne te dirai pas comment as-tu pu. Tu l'as pu, comme moi j'ai pu. »
c'est tout. Le choc, ce soir-là, ne fut pas dans la preuve de sa trahison. Le choc, le vrai, fut dans ce qu'elle ressentit. Rien. Aucune jalousie brûlante, pas même de la haine. Juste une immense lassitude mêlée à une étrange compréhension. Cette nuit-là, elle monta se coucher la première. Dans la chambre, elle ouvrit sa boîte de souvenirs, prit la casquette de Cyril et la posa à côté d'elle sur l'oreiller. Elle la regarda un long moment, comme on regarde un vieux cliché. « Tu vois, murmura-t-elle dans l'obscurité, ce n'est pas moi la seule à avoir triché avec la solitude. » Quand Fernand entra, plus tard, elle fit semblant de dormir. Il s'allongea à côté d'elle, très prudemment, comme pour ne pas la toucher. Ses épaules semblaient plus lourdes que jamais. Entre eux, une distance invisible s'installa, nette, froide. Une distance faite de deux secrets, enfin révélés, mais que personne ne voulait vraiment nommer. Le lendemain, au lieu de s'effondrer, Sylvie se leva plus tôt que d'habitude. Elle enfila un jean, un pull, attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir. Elle posa la casquette dans la boîte, referma le couvercle, puis descendit faire le café. Fernand la rejoignit, l'air défait. « On doit parler, dit-il. » Elle le regarda longuement, puis sourit, un sourire calme, presque doux. « Non, Fernand, on doit vivre. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. » Ce jour-là, pour la première fois, elle prit sa tasse, sortit seule sur la véranda et s'assit face au jardin. Les hortensias que Cyril avait aidé à déplacer étaient en bouton. Le vent passait dans les pins avec le même bruit que les soirs d'août des années auparavant. Elle inspira profondément. Son cœur battait fort, mais de cette force tranquille qui n'appartient qu'à ceux qui ont traversé l'orage. Elle savait, désormais, que rien ne redeviendrait comme avant. Ni leur mariage, ni elle, ni lui. Et pourtant, alors qu'une bruine fine commençait à tomber sur la terrasse, Sylvie eut cette pensée simple et terrible. Je ne changerai rien, même en sachant tout, même en sachant qu'il m'a trahi aussi, parce que, sans cet été-là, je serais morte en silence bien avant lui. Elle porta sa tasse à ses lèvres, regarda le ciel bas, et pour la première fois depuis longtemps, elle admit jusqu'au bout ce que peu de gens osent se dire. Ce qui avait vraiment choqué sa vie, ce n'était pas l'infidélité. C'était tout ce qui était mort en elle avant. Tout le reste n'avait été qu'une tentative désespérée de revenir d'entre les morts.